Je vais maintenant céder la parole au professeur Bajois. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi les jeunes qu'on vient de vous décrire sont aujourd'hui ce qu'ils sont, ou au moins ont tendance à l'être. C'est prendre du recul. J'ai 6 idées à vous présenter, non pas 5, j'en ai rajouté une, je viens de la rajouter à cause de Marie Faure. Et donc j'ai 5 minutes pour vous les présenter. Je vais donc régler mon affaire ici pour que... 30 5 minutes. minutes, ça sonne. Et je m'arrête. 30 minutes, pardon. Oui, non, 5 minutes. Oui, non, 30 minutes. Bon, voilà. Donc, du recul. Première chose, je voudrais vous signaler, ou vous rappeler, parce que vous le savez bien, je suppose, que la culture exerce sur les individus une force terrible. Ce que les gens croient bon, beau, vrai, juste, de faire, de dire, de penser et même de sentir, oriente et donne du sens à leur conduite. Et ça fait qu'ils sont capables de faire pour ça, même parfois contre leurs intérêts et même parfois contre leurs affects, des tas de choses absolument incroyables. Alors je vous donne 2 exemples, un choisi dans l'histoire et un tout de suite, enfin un d'il n'y a pas si longtemps. En 1244, 240 cathares sont allés se jeter d'eux-mêmes directement dans le bûcher qu'on leur avait préparé à Montségur parce qu'ils n'ont pas voulu renier leur foi. Ils y sont allés d'eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu renier leur foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans le bûcher. Ça, c'est croire. Et quand on croit qu'on est bon, qu'on est dans le bon, dans le vrai, dans le juste, dans le beau, on peut faire ce genre de choses. En 1944, c'est-à-dire exactement 700 ans plus tard, en juin, le 6, ont débarqué dans les plages de Normandie, dans les eaux de la plage de Normandie, des gens qui devaient lever leur fusil très haut pour ne pas mouiller le mouillé, qui devaient se mouiller jusqu'au ventre pour marcher, alors qu'ils avaient en face d'eux des gens qui leur tiraient dedans comme des lapins et qui, eux, étaient bien protégés derrière les forts, derrière les bunkers qui étaient sur la côte et qui les attendaient. Ils l'ont fait. Oh, ils l'ont peut-être fait pour d'autres raisons, hein. Tout est toujours très compliqué dans la vie. Il y a toujours beaucoup de raisons pour faire les choses. Mais ils l'ont fait aussi parce qu'ils croyaient à ce qu'ils faisaient. La culture, c'est terriblement fort. Alors, la culture que Marie vient de vous raconter, qui est... c'est pas la culture, à mon avis, mais enfin, c'est pas tout à fait ça, je le préciserai plus tard, qui est la culture de la génération Z, X, Y ou Z d'ailleurs, grosso modo, à mon avis, c'est la même, eh bien... Elle fait qu'ils croient ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, et que par conséquent, ils le font même parfois quand c'est contre leur intérêt. Première idée. Deuxième idée, c'est ce que l'on fait, ce que l'on croit, ce que l'on dit, ce que l'on pense beau, vrai, juste, et culturel, complètement culturel. Si vous étiez né à un autre moment, à un autre siècle, dans une autre époque, vous auriez cru à une culture complètement différente. La culture qui faisait faire aux Cathares ce qu'ils ont fait n'avait rien à voir avec la culture qui faisait faire aux Alliés ce qu'ils ont fait sur les plages de Normandie. Rien. Ce sont 2 mondes complètement différents, culturellement différents. Ce qui est culturel est complètement relatif. Complètement relatif. J'insiste beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle culturel ? Eh bien, c'est l'ensemble des principes de sens, des principes éthiques qui orientent et qui donnent du sens, qui définissent ce qu'à un moment donné, l'individu peut considérer comme étant une vie bonne. Une vie bonne, c'est une vie qui obéit, qui est conforme à ce que la culture, pas l'idéologie, la culture de l'époque considère ou vous fait considérer comme étant beau, bon, vrai, juste, de dire, de faire, de penser et même de ressentir si vous êtes né là et si vous voulez que l'on vous considère ou si vous voulez vous considérer vous-même comme ayant une vie bonne. Une vie bonne, c'est ça, un modèle culturel. Alors c'est un peu abstrait, mais je vais vous en donner 2 exemples évidemment, puisque le modèle culturel d'aujourd'hui résulte d'une mutation du modèle culturel que moi j'ai connu. Quand moi j'avais 18 ans, 19 ans, on ne croyait pas à tout ce que Marie vient de vous raconter, on croyait à autre chose. Et donc je vais vous expliquer ce qu'était le modèle culturel que moi j'ai connu,
Ce modèle culturel qui a changé et qui a été remplacé par un autre, qui s'est mis en place, je vais vous l'expliquer après, dans le courant du dernier tiers du XXe siècle, et qui règne aujourd'hui sur les mentalités de ceux qui sont nés dans le courant des années, disons, entre 80, 90, 2000 et au-delà. Donc, première chose, je vous ai dit, qu'est-ce qu'un modèle culturel? Je vous le répète, c'est important. C'est un ensemble cohérent de principes de sens qui disent aux gens d'une époque et d'un lieu ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent considérer comme bon, beau, vrai, juste, de dire, de faire, de penser, s'ils veulent mener une vie qui soit considérée par les autres et considérée par eux-mêmes comme une vie bonne. Voilà, c'est ça, un modèle culturel. Alors vous pouvez dire, le modèle culturel chrétien, par exemple, c'était un modèle culturel qui a régné pendant longtemps. Il a régné pendant, grosso modo, 17 siècles. Enfin, pas tout à fait, mais à peu près. Jusqu'à ce que la modernité l'ait balayé et l'ait remplacé par un autre. Et ça, c'était dans le courant des années... c'est la Renaissance, le siècle des Lumières, les révolutions démocratiques et industrielles du XVIIIe, XIXe siècle. Et là, incontestablement, un nouveau modèle culturel s'est mis en place. C'est ce que j'appelle le modèle culturel progressiste de la première modernité. Ça, c'est ma troisième idée. Le modèle culturel progressiste de la première modernité, celui que je vais vous décrire, il est né à ce moment-là. Oui, grosso modo. Alors, quels étaient les principes de sens? C'est-à-dire, soyons clairs, qu'est-ce que les gens qui naissaient à ce moment-là et qui étaient socialisés à ce moment-là, dans le monde qui était celui-là, à ce moment-là, au moins en Europe occidentale et dans tout le monde occidental en général, qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'est-ce qu'on leur a fait croire? Qu'est-ce qu'on leur a inculqué dans le crâne par la socialisation, par la famille, par l'école, par les médias, partout? Qu'est-ce qu'on leur a fait croire qu'il était beau, bon, vrai et juste de dire, de faire et de penser si l'on voulait avoir une vie bonne là et alors? C'est important, d'accord? Si on voulait avoir une vie bonne là et alors, il fallait croire à quoi? Il fallait croire à ce que moi, on m'a fait croire quand en 1937, je suis né. Et que de 1937 à 1970, enfin disons 65, 70, ce qui régnait dans l'air du temps à ce moment-là, ce que mon grand-père, mon père, mes parents, l'école, l'église, enfin ce que tous ceux qui étaient autour de moi à ce moment-là me disaient que je devais croire et que j'ai cru. Et donc, comme je le dis toujours, je suis entré le front haut et le regard fier dans les rôles sociaux que la société me proposait, en croyant que si je faisais bien ce qu'elle me disait de faire, je serais heureux. Je l'ai fait et j'ai été heureux. Jusqu'en 1968, allez, quoi, pour le dire comme il faut le dire, si vous voulez. C'était déjà préparé depuis longtemps, mais c'est surtout à partir de là, 68, 70 et des années suivantes, que ça a tremblé, que j'ai eu un tremblement de socle culturel et que j'ai été obligé de changer en quelque sorte de vie, de changer de vie. Alors je vous rappelle ce que c'était le modèle culturel de vos arrière-grands-parents, de vos parents, parce que vous êtes nettement plus jeunes que moi, c'est évident. Donc, de vos parents, de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, ce qu'il était, ce modèle culturel. Un, ils croyaient au progrès. C'est-à-dire, c'est pour ça que le modèle s'appelle progressiste. Ils croyaient au progrès. Ils croyaient que demain sera meilleur qu'aujourd'hui grâce au travail, à la science et à la technique. Ils croyaient à cela, dur comme fer. Et ça avait du sens. Ils croyaient au progrès aussi bien s'ils étaient patrons que s'ils étaient ouvriers. Parce que le progrès, ils interprétaient le progrès de manière différente, bien sûr. Mais le progrès, c'était quand même, c'était l'avenir. Ils y croyaient, dur comme fer. Bon. Deux, je vais vite parce que je n'ai pas le temps, mais bon, j'ai 5 minutes. Il y en a déjà 10 qui viennent de passer. Deux, ils croyaient à la raison. C'est-à-dire qu'ils croyaient que les êtres humains sont capables de s'autogouverner par la science et par la démocratie. La raison dans son sens rationnel et la raison dans son sens raisonnable. La démocratie est raisonnable, la science est rationnelle. La raison, les deux, formaient, si vous voulez, le principe de sens qui orientait et donnait de la légitimité à cela. On croyait à la science. Si c'est scientifique, c'est bon.
On croyait à la démocratie. Si c'est démocratique, c'est bon. Entre parenthèses, avez-vous pensé un jour que quand 51% d'individus disent que c'est A, la bonne solution, et que les 49 autres pensent que c'est B, les 49 autres sont pliés de se soumettre à la volonté des 51. Alors, quand même, quoi, c'est tout ce qu'on a trouvé d'intelligent pour prendre des décisions collectives. Vous vous rendez compte? C'est tout ce qu'on a trouvé d'intelligent pour prendre des décisions collectives. La majorité. Hein? Ah, c'est quand même assez discutable, donc ça veut dire que... Mais on y a cru, et quand on y croyait, c'était vrai, et c'était bon. Le progrès, la raison. 3, l'égalité. Il croyait que tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Et on oublie toujours la deuxième partie de l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Hein. On oublie la deuxième partie. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi, point. Les différences sociales ne peuvent se justifier que par l'utilité. C'est-à-dire qu'il y a les plus utiles, les moins utiles, les pas utiles et les nuisibles. Et ceux-là ont le droit, enfin, la société a le droit de les traiter de façon différente. Mais tous ceux qui ont la même utilité, grosso modo, seront traités de la même façon. Les ouvriers seront tous traités, grosso modo, de la même façon. Égalité. 4, on croyait au devoir. On croyait qu'on n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire son devoir, pour accomplir des normes, pour jouer des rôles et pour remplir ces normes, ces rôles de manière conforme aux normes qui les régissent. On est là pour ça. Donc, ma mère me disait toujours, quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras aller jouer. Donc, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour se distraire, on est là pour faire son devoir d'abord. Et dernier principe, le 5e, on est là pour mourir pour la patrie, on est là pour obéir à la nation, on est là pour vivre collectivement. Et la collectivité, c'était l'ensemble des gens emprisonnés à l'intérieur d'une frontière appelée nation, appelée patrie, appelée pays. C'est nouveau, ça, dans l'histoire. Ça n'était pas là avant. On ne régissait pas le monde de cette façon-là. Bon. Alors, ce modèle culturel-là, je vais vite, je m'excuse, il faudrait 30 heures pour vous raconter tout ça correctement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, on m'a donné une demi-heure. Je m'en plains, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Bon. Alors, je veux dire que ce modèle culturel-là, il est en déclin. Il est en déclin depuis quand? Il est en déclin depuis les années 68, 70, 80, etc. On commence à le critiquer. Aujourd'hui, un progrès n'est plus nécessairement bon. Progrès, oui, mais attention, parce qu'il y a des conditions éthiques, pas des OGM, pas si ça démolit la nature, pas si c'est contraire aux droits de l'homme, etc. Un progrès, oui, mais attention, pas n'importe quoi. Pas si c'est nucléaire. Enfin bon, un progrès, oui, mais pas n'importe quoi. 2, la démocratie, donc la science, si vous voulez, c'est bon, mais il faut faire quand même attention. La science, elle obéit à des limites quand même. Et on ne peut pas cloner les individus. On ne peut pas manipuler le génome humain. Hein? Donc il y a quand même encore des choses que la science ne peut pas faire. La démocratie, oui, mais pas la démocratie parlementaire où quand on délègue son pouvoir, on le perd. Rousseau disait déjà en 1763 que quand on déléguait son pouvoir à quelqu'un, on le perd. Les Gilets jaunes aujourd'hui disent exactement la même chose. Bon. Donc, démocratie, oui. Égalité, oui, écoutez, il suffit de se balader dans la rue de Bruxelles pour comprendre que l'égalité n'a plus la cote. Les inégalités sont plus grosses et plus énormes qu'elles n'ont jamais été. Enfin, non, peut-être pas qu'elles n'ont jamais été, parce que ça, j'en sais rien, j'ai pas de comparaison, mais en tout cas, elles ont grandi considérablement depuis les années 60-70. Bon. Quant à la nation, demandez-vous qui aujourd'hui serait encore capable de mourir pour la nation et de se contenter d'un mot d'or sur nos places, comme dit Aragon, hein, un mot d'or sur nos places. Déjà la pierre penche où votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir vécu. Bon, d'accord. Je ne pense pas qu'on croit encore beaucoup au modèle culturel progressiste. Il a décliné, donc, comme je vous l'ai dit, dans les années en question. Alors, on passe à la 4e idée. Un nouveau modèle culturel s'est mis en place peu à peu, progressivement, dans le courant de ces années-là, dans les années qui précisément sont celles où sont apparues les générations X, Y et Z. Je me demande comment on va l'appeler dans 20 ans, parce qu'il va y avoir une génération quoi là? Z2, Z3, c'est rien, on va voir. Hein?
Comment ? Alpha. Alpha. On revient au début. Oui. Ah, on a encore de la place, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Alors, d'abord, pour vous donner une idée générale, le modèle culturel de la modernité, que j'appelle désormais subjectiviste, pourquoi je l'appelle subjectiviste ? Eh bien parce que c'est le sujet qui règne. Ce modèle culturel invite l'individu à être sujet de lui-même. Notez bien cette petite expression, sujet de lui-même. Il n'est plus invité, comme nous l'avons été, à être sujet de Dieu, ou à être sujet de l'Église, à être sujet du roi, ou à être sujet de la patrie, à être sujet de rien du tout, de social. Il est invité aujourd'hui à être sujet de lui-même, c'est-à-dire en clair, à n'obéir qu'à sa conscience, à n'obéir qu'à ce qui lui paraît conforme à son intuition et à son intelligibilité, à son intelligence, à son intuition et à sa réflexivité, disons. Bon. Ce modèle culturel, il est né il y a très longtemps. Je ne vais pas remonter à Aristote, non, mais Aristote et Platon et Socrate le disaient déjà. On disait déjà, il existait déjà à ce moment-là. On appelait ça la maîtrise de soi-même. Mais la maîtrise de soi-même avait pour but de se soumettre, de mieux faire, de mieux remplir ses rôles sociaux. Elle n'avait pas pour but d'obéir à sa conscience. L'individu souverain naît beaucoup plus tard. Cet individu souverain, il est né en 1968, 69, 70, 80, par là, et il s'est imposé petit à petit, progressivement. Et donc, un mot d'explication, petit à petit, progressivement, ça veut dire que Z est plus individu sujet de lui-même que X, que Y, et Y l'était déjà plus que X. Mais de X, Y, Z, on voit s'implanter davantage, de façon plus décisive, plus complète, le modèle culturel que je vais vous décrire maintenant. Donc, je dirais qu'il est devenu régnant, entre ce modèle culturel-là, entre 1970 et 2000, il a été causé, bien entendu, par les mutations technologiques, économiques, politiques, sociales, internationales, qui ont provoqué une mutation culturelle qui s'est généralisée petit à petit à travers, en particulier, l'instauration du modèle économique néolibéral. Alors, quels sont les principes de sens ? Donc, ce qui correspond à ce qu'était le progrès, ce qu'était la raison, ce qu'était etc. Bon. Quels sont les principes de sens ? Le premier, c'est les gens d'aujourd'hui considèrent qu'avoir une vie bonne, c'est avoir une vie de qualité. Une vie de qualité, c'est-à-dire vivre dans un milieu naturel sûr et fiable. Donc je ne m'attends pas à ce que demain la centrale de Tihange explose et nous envoie un nuage radioactif sur l'ensemble de la Belgique. C'est extrêmement important. Je ne m'attends pas non plus à ce que les OGM pourrissent la planète. Enfin bref, une vie, la tendance écologique, elle se réveille en 1980. Ce n'est pas par hasard. L'écologie politique se réveille en 80. Une vie individuelle où j'ai le droit, moi, de faire ce que je veux être, de choisir ma vie pour devenir ce que je veux devenir, pour obéir à ma conscience. Une vie sociale où j'ai le droit de disposer de la part de l'État et de la collectivité dans laquelle j'habite des ressources nécessaires pour pouvoir faire ce que je veux. Ou ce que je voudrais. Je sais bien que ce n'est pas possible, mais c'est une belle utopie, mais c'est une utopie et elle est là, et elle est importante. Donc, qualité de la vie, premier principe fondamental. Deuxième principe fondamental, la démocratie directe. On ne veut plus entendre parler de délégation de pouvoir, des assemblées, des organisations, des partis, des syndicats. Lisez le texte de l'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes qui s'est tenu à Comminges il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et vous y trouverez le refus absolu de toute démocratie parlementaire de type délégation de pouvoir. Plus de délégation de pouvoir, plus de chefs, plus de dogmes. Plus de parti, plus de carte du parti, plus non plus définir qui est membre et qui ne l'est pas, et qui, dans une manifestation, éjecter ceux qui ne sont pas membres, et qui viennent là pour casser et pour emmerder le monde. Non, c'est fini. On ne veut plus faire de service d'ordre.
Ils sont quand même obligés de le faire. Hein. Ils viennent de l'inventer, mais ils l'ont inventé 3 mois après avoir commencé tous les samedis à se manifester. Bon. Troisième principe. L'égalité dont j'ai parlé tout à l'heure est remplacée aujourd'hui par un autre concept, qui est le concept d'équité. Équité, ça veut dire égalité des chances, au fond. Si on vous a donné votre chance, eh bien le reste, c'est votre problème. Au fond, c'est le paradigme du sport, si vous voulez. On est tous égaux sur la ligne de départ. Par conséquent, il est normal qu'à la fin, il y ait une inégalité qui s'installe, puisqu'il y en a un qui gagne, il y en a un qui est deuxième et troisième, et puis les autres, ils n'ont qu'à recommencer. À partir du moment où la société vous a donné votre chance, également à tous les autres, comme aux autres, vous n'avez pas à vous plaindre des inégalités qui en résultent. Bon. Quatrième principe, plutôt, le devoir est remplacé par l'idée de droit. Droit, j'ai droit à. J'ai droit notamment à toutes les ressources qui sont nécessaires pour que je puisse choisir ma vie. J'ai le droit d'être moi-même. Sois toi-même, be yourself. Choisis ta vie. Ne souffre plus. Sois tolérant avec les autres. Fais attention aux pièges que la société te tend. Le monde dans lequel tu vis est rempli de pièges. Bon. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Au lieu du devoir, c'est des droits maintenant. C'est le droit. Le droit de choisir, d'être soi-même. Sois toi. Sois toi en Devernois, comme dit la publicité. Le droit de devenir soi-même. Le droit de choisir sa vie, donc de ne plus obéir aux générations qui précèdent. Le droit de ne plus souffrir, donc de pasarlo bien, comme on dit en espagnol, de le passer bien, d'avoir du bon temps, de passer du bon temps, d'être heureux, quoi, d'être bien dans son cœur, dans son corps, dans son âme, d'être bien, quoi, de vivre heureux, d'être heureux. J'ai même un ami qui appelle ça le diktat du bonheur. Vous êtes obligé d'être heureux, de réussir, sinon vous êtes un loser, un perdant, et ça ne va pas. Et donc, vous avez besoin d'un coach pour vous aider à choisir le bon chemin. Bon, quant à la nation, n'y pensons plus. C'est un réseau mondial de flux et de reflux d'informations, etc., auquel vous devez appartenir. Et vous y êtes connecté toute la journée. Vous êtes connecté tout le temps, comme on vous l'a expliqué il n'y a pas longtemps. Cinquième idée, donc vous avez là un nouveau modèle culturel, un modèle culturel très différent. Et attention, il n'est pas sans valeur, il est plein de valeurs, mais ce sont d'autres valeurs que les valeurs du modèle culturel précédent. Petite anecdote, je vois que j'ai encore 7 minutes, donc je vais pouvoir la raconter. Un jour, j'ai été invité à donner une conférence pédagogique dans un collège, je ne dirai pas lequel. Le titre donné à la conférence pédagogique était l'école, dernier bastion des valeurs, point d'interrogation. Dernier bastion des valeurs. Donc on imagine, si vous voulez, un bastion quelque part, là, entouré de murs, avec une foule de barbares qui foncent sur ce mur pour essayer de prendre ce bastion, et eux, là-haut, qui se défendent en disant le dernier bastion des valeurs. Les valeurs dont ils parlaient, c'est les valeurs du modèle culturel précédent. Et ils n'ont pas compris que le modèle culturel a changé. Et par conséquent, ils considèrent que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de valeurs. Alors ils en ont d'autres. Mais ce sont des valeurs tout aussi bonnes et aussi belles et aussi vraies et aussi justes que ces valeurs qu'eux avaient quand ils y croyaient. Bon. Voilà. Alors, cinquième idée, je voudrais... Mais il faut longtemps pour faire ça. Mais enfin, je vais quand même aller très vite. Vous avez affaire tous les jours, vous, ici, tous les jours, à des individus qui sont persuadés, qui croient, dur comme fer, que les 5 valeurs dont je viens de vous... les 5 principes de sens leur donnent des droits et qu'ils doivent se conformer à ces principes de sens-là. Bon. Alors, ils doivent se conformer partout, dans toutes les relations sociales. Dans l'amour, par exemple.
Si je vous aime, si j'aime, je reste. Si je n'aime plus, je reste pas. C'est normal. La sexualité, je peux faire avec un homme, avec une femme. Évidemment, il y a encore la fameuse pédophilie. Ça, il faut quand même pas. Il y a des limites quand même encore, mais tout de même. Le couple, oui, tant que ça va, tant qu'on s'aime. Les rapports au travail. Le travail doit être épanouissant pour moi. Je dois avoir un travail qui m'épanouit, dans lequel je me sens en train de me réaliser comme individu, sujet et acteur de ma vie professionnelle. L'autorité, le rapport à l'autorité, avant, c'est comme ça parce que je suis ton père. Avant, c'était comme ça. Ou alors, c'est comme ça parce que je suis ton mari. Et aujourd'hui, il n'est plus question, évidemment, de dire ce genre de choses. Personne n'oserait plus jamais prononcer une phrase de ce genre. C'est comme ça parce que c'est comme ça si tu m'expliques pourquoi c'est comme ça. Si tu réussis à me dire pourquoi c'est comme ça. Je me souviens de cette école où il y avait un ascenseur pour les profs et pas d'ascenseur pour les élèves. Les élèves protestaient parce qu'ils disaient pourquoi est-ce que les élèves doivent se taper 4 étages dans les escaliers et que les profs peuvent prendre... c'est parce que les profs sont plus âgés, disait-on. Et comme ils sont plus âgés, évidemment, c'est plus lourd, plus difficile de monter les escaliers. Vous êtes jeune, hein? Oui. À partir de quel moment est-ce que ça devient vraiment difficile pour un prof de monter un escalier, s'il vous plaît? À partir de 40 ans. Alors mettez la règle. L'escalier est autorisé à toutes les personnes l'escalier est obligatoire pour toutes les personnes qui ont moins de 40 ans et l'ascenseur est permis à tous ceux qui ont moins de 40. Alors à ce moment-là, on est d'accord. L'autorité, c'est très, très différent. Elle est très, très différente. Exercer l'autorité aujourd'hui sur des jeunes, c'est extrêmement différent de ce que c'était hier. Le rapport à la politique, c'est très simple. Tous pourris, grosso modo. Oui, tous corrompus, tous pourris, inefficaces, inutiles, etc. Le rapport à la religion. Chacun croit ce qu'il a envie de croire, un peu de bouddhisme, un peu de christianisme, un peu de superstition, un peu d'athéisme, un peu de tout, la religion à la carte. Le rapport à l'école, là je la connais particulièrement bien parce que j'ai fait 150 fois des conférences de ce genre à des professeurs de l'enseignement secondaire. Et donc là, il y a 2 plaintes fondamentales sur les jeunes d'aujourd'hui. Il n'y a plus moyen de les faire obéir et il n'y a plus moyen de les faire travailler. Évidemment, il n'y a plus moyen de les faire obéir. C'est logique. Mais vous avez dit quelque chose de magnifique tout à l'heure, parce que vous avez dit qu'ils n'ont plus le goût de l'effort, sauf s'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Alors ça, c'est magnifique, parce que je me rappelle de cette prof de l'enseignement secondaire de Saint-Michel à Bruxelles, il reste 3 minutes, qui avait dit ces 2 phrases extraordinaires. La première, c'est « Quand ils font la discipline eux-mêmes, ils sont parfois plus durs que nous. » C'est beau, ça. Quand ils font la discipline eux-mêmes, il faut donc leur demander pourquoi on ne peut pas manger en classe, pourquoi on ne peut pas avoir son GSM avec soi, pourquoi il faut l'éteindre en arrivant dans la salle, pourquoi on ne peut pas mettre de casquette, pourquoi on ne peut pas mettre des jupettes, pourquoi on ne peut pas montrer son nombril, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il faut expliquer pourquoi. Non, évidemment, si vous ne savez pas expliquer, alors il n'y a pas de raison de maintenir la norme. Au lieu que ce soit les parents qui signent le règlement à l'entrée du collège, quand ils l'inscrivent, c'est le gamin ou la gamine qui doit être consulté. Il faut qu'ils fassent la discipline eux-mêmes. Et la deuxième phrase que cette prof avait dit, quand ils sont passionnés, ils soulèveraient des montagnes. Donc ils n'ont rien contre le travail, ils n'ont rien contre la discipline, mais ils veulent la faire eux-mêmes, ou il faut les passionner. Et pour faire des élèves passionnés, il faut des profs passionnants. Voilà. Alors, ma 6e et dernière idée, j'y tiens beaucoup parce que je l'ai rajoutée après, parce que c'est Marie qui m'y a fait penser. Il ne faut surtout pas confondre le modèle culturel subjectiviste dont je viens de décrire la teneur avec l'idéologie néolibérale. Or, les jeunes d'aujourd'hui sont le plus souvent tellement pris, tellement aliénés par l'idéologie néolibérale qu'ils se conduisent selon l'idéologie néolibérale, qui n'est qu'une interprétation du modèle culturel de la subjectivité. Ce n'est qu'une interprétation. Si vous voulez, de la même manière que les ouvriers n'interprétaient pas le progrès de la même manière que les patrons, les jeunes d'aujourd'hui n'interprètent pas nécessairement l'idéologie néolibérale, n'interprètent pas
le modèle culturel de la même manière que beaucoup de jeunes. Combien y a-t-il de jeunes que vous connaissez dans votre famille ou ailleurs qui disent « Moi, cette idéologie-là, je n'en veux pas. Je ne joue pas dans ce jeu-là. Je n'interviens pas là-dedans. Je ne vais pas passer ma vie à me laisser devenir un individu que j'appelle un individu CCC. Je l'appelle individu CCC parce que cet individu-là, aliéné par l'idéologie néolibérale, est un individu consommateur, compétiteur et connecté sur le web. Et c'est celui que vous avez décrit. C'est celui que vous avez décrit. Vous avez très bien décrit, me semble-t-il, l'individu CCC, celui qui a toutes les caractéristiques que vous avez dites et dont j'ai soigneusement pris note. C'est l'individu CCC. Ce n'est pas nécessairement l'individu du modèle culturel subjectiviste. Celui-là, celui du modèle culturel subjectiviste, peut très bien dire « Je refuse de jouer ce jeu. Je participe à l'économie de transition. Je participe à l'économie solidaire. Je participe à la protestation, à des mouvements de gauche, à des formes... à des formes... Mais tu vas te taire ou... Voilà. Je participe à une multitude de formes. Avez-vous remarqué combien il y a de formes de protestation dans la société belge contre l'idéologie néolibérale et contre le modèle néolibéral? Il y en a beaucoup, je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que je n'ai plus le temps, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Maintenant, si vous n'avez pas tout compris ce que j'ai raconté, je suis là pour répondre à vos questions jusqu'à 5 heures. Merci beaucoup.